L'heure est grave, les gars. Alassane Dramane Ouattara a été convoqué par la CPI. Aujourd'hui, si l'enquête contre Ouattara vient juste d'être ouverte, et elle est ouverte, c'est une enquête en cours en ce moment en Côte d'Ivoire sur le clan Ouattara, elle a été ouverte. Dramane a été convoqué la semaine dernière, la semaine passée, par la Cour pénale internationale. Alors je souhaiterais qu'il communique là-dessus. Vous voyez, c'est quand même grave. Quelqu'un qui se dit président en exercice, qui est convoqué par une cour de justice, je pense qu'il y a un problème. Alassane Ouattara convoqué d'urgence à la Cour pénale internationale. On dit que Dramane Ouattara a été convoqué par la CPI, la Cour pénale internationale. Suivez cette vidéo jusqu'à la fin et laissez vos avis en commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification. Les amis, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va. Alassane Ouattara convoqué d'urgence à la Cour pénale internationale. Voilà, c'est une nouvelle qui fait un tollé sur la toile, n'est-ce pas? La nouvelle est tombée depuis hier, hein, hier le 22 janvier. 22 janvier, voilà. De quoi est-il question exactement? On va essayer de comprendre. Rappelez-vous, en Côte d'Ivoire, des années 2002 aux années 2010, il y a eu beaucoup de perturbations, n'est-ce pas, où il y a d'abord eu une montée des rebelles qui avait pratiquement coupé une moitié du pays avec beaucoup d'exactions, n'est-ce pas, des vols dans les plantations des mamans, des tueries, des agressions, avec une perturbation continue du système du système gouvernemental du pays. Tout cela est venu s'assortir, n'est-ce pas, d'une élection qui a été truffée de beaucoup de troubles, où on a compté officiellement 3000 éliminés, 3000 morts, mais on sait que c'était plus. Où le président Gbagbo disait qu'il avait gagné, le président Ouattara aussi disait qu'il avait gagné. Bref, tout était parti du soutien du président Nicolas Sarkozy, qui était président en France, et qui soutenait Ouattara. Déjà que pendant que la Cour, je crois, constitutionnelle annonçait Gbagbo gagnant, il y avait une autre cour qui était constituée déjà à l'hôtel du Golfe, n'est-ce pas, qui a aussi donné Ouattara gagnant. Alors, pour finir, c'est Ouattara qui s'est imposé. On a délogé Gbagbo militairement, n'est-ce pas, à partir d'une base militaire française qui était dans le pays. Ils ont été conduits à la Cour pénale internationale où il a passé 10 ans. Et au bout de 10 ans, il a été reconnu comme étant innocent. Depuis lors, tout est resté silencieux. On se posait bien la question de savoir, mais s'il y a eu un conflit entre deux protagonistes et qu'un est reconnu innocent, ça veut dire qu'il y a forcément un coupable. Le coupable, c'est qui? Alors aujourd'hui, nous apprenons que le président Ouattara, donc qui était en service, qui est même encore en exercice, est convoqué à la CPI. Est-ce que c'est par rapport à cela? On ne sait pas trop. Mais quand même, loin de nous lancer dans des lugubrations intellectuelles, loin de nous verser dans des déclarations que nous ne pouvons pas prouver, on va quand même essayer d'analyser un peu ce que l'on pourrait appeler ici la France-Afrique. Parce que moi, je crois que c'est un jeu de la France-Afrique. Vous savez, la France-Afrique n'a pas d'amis. La France-Afrique a des partenaires. Tant que vous êtes productif, elle est avec vous. Quand vous n'êtes plus productif, elle est capable de vous éliminer. La France-Afrique elle-même organise parfois des éliminations de leurs propres partenaires pour sauvegarder leur tête et continuer le système d'exploitation. La France-Afrique, c'est quoi? La France-Afrique, c'est un système d'exploitation et d'appauvrissement qui a été mis sur pied par le général de Gaulle lors des proclamations d'indépendance dans les années 60, n'est-ce pas, pour continuer de garder le contrôle sur les anciennes colonies. Parce que l'ONU exigeait qu'on libère les colonies et que la colonisation s'arrête. L'Angleterre est partie, le Portugal est parti, l'Espagne est partie, mais la France ne voulait pas partir comme ça. Elle s'est donc arrangée à ce que tous ceux-là qui exigeaient l'indépendance des pays francophones soient éliminés et que soient placés à la tête des pays ceux-là qui voulaient même que la France continue de rester. Ce sont ceux-là donc qui ont été choisis comme premier président et ont signé donc ce qu'on appelle les accords coloniaux. Les accords coloniaux sont donc la colonne vertébrale de la France-Afrique. C'est ça qui définit le système d'exploitation de la France sur les pays francophones. Voilà. La France-Afrique est donc là dans le silence, mais agit froidement, sans état d'âme. Voilà, c'est un peu ça. Alors, la France-Afrique garde le contrôle sur les pays francophones sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan culturel, sur le plan monétaire et sur le plan militaire.
Sur le plan politique, cela s'axe sur la signature des accords, n'est-ce pas? Alors, pour l'instant, il y a le Cameroun qui a été le tout premier pays à refuser de renouveler quand c'est périmé en 2020. Le Cameroun n'a pas renouvelé et est sorti tranquillement, sans effusion de sang. Le Mali, le Burkina et le Niger sont donc arrivés récemment et ont rompu brutalement par les différents coups d'État que vous connaissez. Voilà, le Tchad est en train de rompre un article des accords coloniaux, mais en ce qui concerne tous les articles, le Tchad ne s'est pas encore vraiment prononcé. On attend vivement que les choses se poursuivent dans la même lancée. Alors, comment est-ce que cela se manifeste sur le plan politique? Ça se manifeste sur le plan politique par le fait que la France-Afrique protège les chefs d'État qui servent l'Occident. La France-Afrique parfois vient les aider à voler les élections au travers de ce qu'on appelle les observateurs internationaux. Quand ils arrivent dans le pays pendant les élections, ils vont dire les élections sont bien déroulées dans l'ensemble. Et puis sur le plan international, tout est validé. Entre-temps, la population sur place sait que ce qu'on déclare, c'est pas ça. La population, par moment aussi, se fait complice du fait que la majeure partie de la population soit pauvre. Quand les populations vont dans les meetings, on leur donne 5 000 francs, 10 000 francs. Ils vont très vite là-bas et très nombreux, ne sachant pas que c'est médiatisé exprès pour qu'on fasse croire à l'opinion internationale que le leader là est très aimé des populations, alors que les populations vont là-bas tout simplement parce que croupies dans la misère, elles ont besoin de quelques miettes pour se rafraîchir et nourrir leur famille. Ça, c'est sur le plan politique. Sur le plan politique également, on les tient parfois aussi par l'influence des loges maçonniques. Voilà pourquoi ils veulent souvent que très souvent nos chefs d'État soient dans des loges. Et c'est à partir de là que la France-Afrique réussit souvent à maîtriser les organisations sous-régionales. Je ne vais pas les citer ici. Vous êtes intelligents, vous allez comprendre. Maintenant, sur le plan économique, on tient la plupart des pays francophones à partir de certains accords. On dit par exemple que chaque fois qu'on découvre des matières premières dans votre pays, priorité à l'exploitation française. C'est comme ça que la France devient propriétaire de nos matières premières sans qu'on se rende compte. La France donc exploite, ça sort donc comme vous voyez ça sort sous forme de manganèse, de bauxite, de bois, tout ce qui sort là. C'est parce que les pays sont encore dans les accords. C'est un peu ça. Ou alors, le pays peut rompre des accords, mais a peur. Le président qui a peur de se faire éliminer parce que la France-Afrique ne tarde pas à éliminer lorsque le chef d'État devient rebelle. Donc, il y a cet article-là sur le plan économique qui fait en sorte que la France devient propriétaire de nos matières premières. Il y a un autre article encore où on dit, chaque fois que vous avez des matières publiques, des marchés publics à engager, vous devez d'abord proposer aux sociétés françaises. C'est quand elles refusent que vous pouvez maintenant proposer à d'autres pays. Si le président devient non rebelle, il se retrouve soit éliminé, soit renversé. On avait des présidents qui ont commencé à donner des marchés de route aux Malaisiens et aux Chinois. Aujourd'hui, ils ne sont plus au pouvoir. Ils ont été renversés parce qu'ils ont violé ces accords-là. Ça, sur le plan économique, bien évidemment, je ne peux pas tout dire ici. Bon, sur le plan militaire, il y a encore certains articles dans les accords coloniaux qui disent qu'il n'y a que la France seule qui doit former vos officiers militaires. Très souvent, les officiers militaires vont se former à Saint-Cyr. Et quand ils vont là-bas, ils sont martelés dans leur cerveau. Et quand ils reviennent, au lieu de servir les nationaux, ils servent plutôt l'Occident. Voilà pourquoi très souvent, ils aident le chef d'État qui est là à traquer les populations qui veulent se révolter au grand bienfait de l'Occident. Voilà, c'est donc ça. Et un autre article encore sur le plan militaire qui dit que il n'y a que la France seule qui a le droit de vous fournir le matériel militaire. Alors la France vous donne des fusils d'oiseau et de ce fait vous restez sous-équipés. Ainsi, vous demeurez des pays vulnérables. Voilà, c'est donc aussi ça. Sur le plan culturel, il y a un autre article qui dit par exemple que le français doit être utilisé comme langue d'expression et langue d'éducation. Au travers donc de ce français-là, on idéalise la culture française, on idéalise la francophonie, on fait croire beaucoup de francophones que la France est le centre du monde, la France est votre patron, la France est ceci, et que la culture occidentale est la meilleure, et du coup les Africains deviennent des déracinés culturels pensant que leur culture est mauvaise. Beaucoup pensent même que prendre l'herbe dans la forêt pour se soigner, c'est diabolique. On leur a mis ça dans la tête. Et puis c'est comme ça. Voilà. Autre chose encore que j'ai voulu dire ici, ça a failli me sortir de la tête. En tout cas, c'est parti même. Continuons. Maintenant, sur le plan monétaire, le franc CFA, qui est là et qui reste un outil d'exploitation et d'appauvrissement des Africains. Le franc CFA a été imposé. Modibo Keïta, je crois, au Mali, a voulu sortir le franc CFA, éliminé. Comment on l'appelle? Sylvanus Olympio Togo a voulu sortir le franc CFA, éliminé. Il y a d'autres encore qu'on élimine en Soudine, vous vous rendez pas compte. Hein? D'autres qu'on renverse même, vous vous rendez pas compte. Le franc CFA enrichit la France. En ce sens que chaque fois que déjà que le franc CFA c'est pas une devise. Hein? C'est vous qui voyez que c'est l'argent. Mais sur le plan international, c'est du papier. Vous pouvez aller nulle part avec ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand vous vendez vos matières premières dans d'autres pays, non seulement la France vous remet 12%. N'est-ce pas? Pour la plupart des faits, c'est ça, la France prend tout le reste. Maintenant, l'argent généré même,
Et puis si vous vendez à la Chine, par exemple, la Chine va vous donner le yuan, qui est une monnaie chinoise et qui est une devise sur le plan international. Comme le CFA n'est pas une devise, il n'y a pas de commutativité possible. Alors la Chine va déverser ça à la Banque de France. Et la France maintenant tape juste la planche à billets, on vous donne quelques CFA pour vous embrouiller. Et de ce fait, la France devient propriétaire de votre pétrole que vous aurez vendu. Puisque c'est elle qui prend tout le bénéfice et vous flatte avec quelques CFA. C'est un peu ça où les pays francophones sont sortis, donc de là n'est pas facile. C'est qu'Outourou a voulu le faire. Et ces gens-là ont fabriqué la fausse monnaie pour pourrir son économie afin que la Guinée-Conakry reste un pays pauvre et toujours pauvre. Voilà, je crois que c'est un peu on aura compris. Hein. Si aujourd'hui notre cible est convoqué à la CPI, je ne peux pas dire plus, c'est à vous de comprendre. J'ai seulement voulu expliquer ici un peu comment la France-Afrique fonctionne pour ceux qui ne savent pas. C'est donc une machine à combattre. Arrêtez de combattre des présidents, combattez la France-Afrique. C'est la France-Afrique l'origine de vos malheurs. On dit que Dramane Ouattara a été convoqué par la CPI, la Cour pénale internationale. Là encore, il y a 2 poids, 2 mesures. Parce que quand il s'agissait de M. Laurent Gbagbo, là, vous ne lui avez pas dit non, hey, monsieur, on a besoin de toi, la CPI, viens, tu as donné ta version des faits. Non, M. Gbagbo, là, on ne lui a pas dit non, viens, tu vas donner ta version des faits. Non, non, non. Ils sont venus, la France est venue, la France est venue, la France est venue, elle a bombardé son palais présidentiel, elle a tué des étudiants, elle a bombardé une pharmacie pour déloger Laurent Gbagbo là. La France a tiré sur une pharmacie. La France a tué des étudiants. Aller bombarder le palais présidentiel pour déloger Gbagbo pour l'envoyer à la CPI. Pour déloger Laurent Gbagbo là, la France a tiré sur une pharmacie. La France a tué des étudiants. La France a bombardé son palais présidentiel pour l'envoyer à la CPI. Maintenant, quand il s'agissait de Dramane Ouattara là, on dit donc que la France l'a convoqué. La France a eu besoin de lui, donc il devait se rendre là-bas pour aller parler. Bon, de tout compte fait, ça c'est 2 poids, 2 mesures. On ne comprend plus rien. Donc la CPI, quand vous êtes parti interroger M. Alassane Ouattara là, qu'est-ce qu'il a dit? Parce que quand vous êtes parti l'interroger là, M. Alassane Ouattara n'a pas fait de communiqué, le porte-parole du gouvernement ivoirien n'a pas fait de communiqué, la CPI aussi n'a pas fait de communiqué là-dessus. Donc la CPI, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Quand vous avez posé des questions à Dramane Ouattara à la CPI, qu'est-ce qu'il a dit? Parce que jusqu'à présent, nous les parents des victimes là, jusqu'à présent, nous les parents des victimes là, jusqu'à présent, nous les parents des victimes là, on attend des réponses. Qui est auteur des plus de 3000 morts en Côte d'Ivoire? Qui a tué mes parents, sinon nos parents en Côte d'Ivoire? Qui est auteur des 3000 morts en Côte d'Ivoire? La question reste posée. Hein. On a besoin des réponses jusqu'à aujourd'hui. On a besoin des réponses. M. Gbagbo dit qu'il avait gagné les élections en 2010. Alassane Ouattara dit qu'il avait gagné. Si M. Gbagbo avait perdu les élections en 2010, là, M. Gbagbo ne serait pas libre aujourd'hui. Vous l'aurez condamné. Aujourd'hui, là, les Français même sortent pour dire que M. Gbagbo était vainqueur des élections en 2010. Donc, M. Gbagbo avait raison sur ce cas-là. Maintenant, qui a causé la mort de 3000 personnes là? Jusqu'à présent, on veut des réponses. Faites un communiqué, vous allez sortir. Quand vous avez interrogé M. Dramane Ouattara, qu'est-ce qu'il a dit? Les Ivoiriens ont besoin d'une réponse. On veut une réponse. Qui est auteur des 3000 morts, des plus de 3000 morts là? Et que justice soit faite une bonne fois pour tous, pour qu'on puisse oublier. Sinon, là, sans justice, là, on ne pourra jamais oublier.